Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission, le coin de l'expert d'Assure TV, consacrée au management et plus précisément la flexibilité managériale. Pour en parler, nous recevons notre expert en management, Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. Alors pour évoquer la flexibilité managériale, vous avez choisi une image un peu particulière, la mouche et le vinaigre. Alors vous allez nous en dire plus tout à l'heure, mais pour commencer, dans votre livre Apparaître, vous écrivez cette phrase. Depuis une certaine fable, la flexibilité est associée aux roseaux qui plient et ne se rompent pas. Mais dans l'entreprise et dans la vie, certains meurent de ne pas être chênes. Il faut par conséquent apprécier les contextes et savoir s'y adapter. Alors, je suis curieuse de savoir comment vous appréciez cette fable de La Fontaine et comment vous l'appliquez au management. Voilà, on va y venir certainement petit à petit, mais c'est important de comprendre que comme on l'a fait un peu dans une autre émission, vous vous souvenez, on a vu que la flexibilité managériale venait du manager lui-même et de ses managers pour s'inscrire plus ou moins de façon flagrante dans la hiérarchie des fonctions ou dans l'égalité des personnes en fonction de chaque situation. Eh bien, si vous voulez, imaginez un triangle. Imaginez un triangle. À la base gauche du triangle, vous écrivez « moi », c'est-à-dire vous, Céline, avec vos forces, vos faiblesses, vos limites. Voilà. Vous faites la même chose en face, à la base du triangle, et vous écrivez « l'autre », avec ses forces, ses faiblesses et ses limites. Il nous manque le sommet, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va mettre au sommet ? La prise en compte de la situation. Au sommet du triangle, on prend en compte l'objectif, la situation, la mission, le management de projet, le travail à deux, un conflit, une réflexion. Enfin, en tous les cas, on met la situation. Moi, l'autre, moi, la situation. Et au centre de ce triangle, la flexibilité, ou une devise. Soyez flexible. Donc il faut savoir être roseau, mais en même temps, vous dites que certains meurent de ne pas être chênes. Oui, parce que être flexible ne veut pas dire forcément tout le temps être souple. Dans cette fable, c'est vrai que le chêne prend le risque de casser, alors que le roseau, lui, est tout le temps souple. Mais vous avez des gens qui, par exemple, des managers, je ne vous parle pas seulement des managers, des N-1, je parle des managers aussi, qui parfois ne savent pas dire non. Quand on ne sait pas dire non, on va forcément accepter des choses à faire ou à défaire pour lesquelles on aurait dû dire non. Voilà. Et donc on se trouve roseau, mais alors qu'il aurait peut-être fallu à ce moment-là être un peu plus rigide, s'affirmer un peu plus et avoir la capacité d'être différent uniquement quand il en est besoin. Il ne s'agit pas de devenir tout le temps chêne ou de devenir tout le temps roseau, mais de savoir être l'un ou l'autre en fonction de la situation. Et alors quand vous dites que certains meurent de ne pas être chênes, vous dramatisez un petit peu, non ? Alors j'aimerais bien ne pas dramatiser. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, vous en rappelez certainement, dans de grandes institutions, il y a eu une époque où on parlait beaucoup de burn-out qui sont devenus célèbres. Et évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire que les burn-out viennent du management. Non, parce que dans un burn-out, je ne suis pas un médecin ni psychologue, mais je pense, ni encore moins psychiatre, mais je sais que dans un burn-out, il y a forcément des caractéristiques qui peuvent provenir négatives, qui peuvent provenir de la famille, du contexte familial, du contexte personnel, peut-être même de ses propres comportements. Donc je ne suis pas en train de dire mauvais management ou meilleur management égale burn-out ou pas burn-out. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il est vrai que en repoussant les limites de nos collaborateurs dans des zones où ils ne veulent pas aller, en leur imprimant un rythme, surtout quand ils ne savent pas dire non, eh bien, on pourrait bien les pousser à la cassure. C'est ça que je veux dire. Là, vous nous plongez un petit peu dans un roman de Zola. Est-ce que ça existe encore vraiment de nos jours, des situations aussi extrêmes ? De moins en moins, je l'espère. Néanmoins, toutes les grandes industries qui raisonnent trop production, et essentiellement production, vont avoir un manque à gagner en termes de ressources humaines. Et c'est là que se produisent ce genre de situations généralement. Parce qu'il faut pouvoir autoriser à ces ressources humaines le fait de dire non. De toute façon, si on fait subir à nos ressources humaines un rythme trop intense, au bout du compte, la productivité va être entachée. C'est obligatoire. Donc à partir de là, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure ne voulait pas dire que le manager avait de mauvaises intentions.
le manager avait de très bonnes intentions, parce que peut-être que cette personne avait des traites à payer pour sa maison et que, comme les heures pendant les week-ends sont mieux payées, peut-être qu'il pensait même l'arranger. Et quand vous avez dit oui une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, le manager a tendance à s'installer dans ce rythme-là, on se dit mais il va encore dire oui. Donc ce n'est pas l'intention là qui est prise en compte. C'est au manager de savoir dire non de façon assertive. Assertive, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire une contre-proposition. Je dis non à la demande, mais je dis oui à la personne. Et alors, en effet, si ça arrive en effet qu'on se retrouve à devoir assumer des charges supplémentaires, des tâches supplémentaires, qu'est-ce qu'on peut faire si on se retrouve dans ce genre de situation? Eh bien, vous connaissez l'histoire du corbeau et du canari? Non, mais vous allez me l'apprendre, vous allez me la faire découvrir. Voilà, j'espère que je vais le faire de la bonne façon. Mais imaginez un monsieur très hospitalier qui a chez lui, dans son appartement, un corbeau et dans une autre cage un canari. Et il est tellement hospitalier que tous les jours, il invite pratiquement du monde à manger chez lui. Et les gens ne font qu'entendre le corbeau. C'est-à-dire le corbeau n'arrête pas de faire entendre sa voix, et donc on se retourne vers le corbeau, et comme on est en train de manger, on a souvent tendance à lui donner, parce qu'on pense qu'il réclame, il réclame, il réclame, voilà. Et le canari, lui, même s'il chantait, n'est pas entendu. Il n'est pas entendu. Un jour, ce monsieur se lève et il voit que son canari est sur le dos, dans la cage. Voilà. Vous avez compris la morale? La morale, c'est, évidemment, il y en a une, c'est on ne doit pas être corbeau et tout le temps réclamer dans l'entreprise, mais on ne doit pas être canari non plus et ne pas réclamer. Et c'est là où le management authentique prend toute sa valeur et où la flexibilité managériale va servir de levier positif. Alors je vais revenir sur ce que vous aviez dit lors de notre précédente émission. Vous parliez de ce collaborateur qui était dans l'égalité des personnes uniquement et pas dans la hiérarchie des fonctions. Alors, collaborateur ou collaboratrice, hein. Oui. Il ou elle pouvait commettre l'erreur au moins une fois de tenter le tutoiement, même en public, ou bien encore de mettre la main sur l'épaule de son N+2 ou une tape amicale dans le dos pour manifester sa sympathie. En quoi la flexibilité managériale va-t-elle aider à le recentrer ? Si le manager qui est tout le temps dans la hiérarchie des fonctions a compris que son collaborateur ou sa collaboratrice est plutôt dans l'égalité des personnes, il va devoir jouer sur le terrain qui n'est pas le sien. Voilà. Pourquoi? C'est très simple. On n'attrape pas une mouche avec du vinaigre. Voilà. Et il faut l'attraper. Voici l'image. Avec du miel. Voilà. C'est leur miel. Si mon miel est la hiérarchie des fonctions, la rigueur, le formalisme, il faut qu'on me propose ce miel-là. Si mon miel est l'égalité des personnes, avec beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus d'amitié, beaucoup plus d'affinité, il faut qu'on aille un petit peu aussi sur ce terrain-là. Et alors, quelle attitude adopter? Quelle attitude le manager doit-il adopter quand il se retrouve face à un collaborateur ou une collaboratrice qui n'aime pas le formalisme? Bien, ce manager doit comprendre quelles sont les qualités de son collaborateur. Vous savez, dans la partie verre plein, verre vide, on dit souvent qu'il faut regarder la partie pleine. Voilà. Mais on devrait continuer cette illustration en disant c'est la partie pleine qui étanche notre soif. Ce n'est pas la partie vide. Autrement dit, si je suis un manager différent de mon collaborateur, je dois comprendre pourquoi mon collaborateur agit comme ça, quelles sont ses qualités. Si par exemple il est dans l'égalité des personnes, peut-être qu'il est convivial, optimiste sur le plan relationnel, peut-être qu'il a la capacité de mieux communiquer que moi, ou encore, peut-être est-il effacé, peut-être est-il dans l'observation, dans la prise en compte de la collectivité, mais dans ce cas-là, il sera certainement très méthodique, voilà, et un peu protecteur de son équipe et de la collectivité. Mais ce sont des qualités. Derrière toute différence comportementale ou de sensibilité, il y a des qualités, et le manager doit savoir les apprécier pour Céline, faire baisser son niveau de jugement et se rendre compte qu'il n'y a pas que ce défaut qui l'obsède, défaut entre guillemets, il y a toutes les qualités qui vont avec ce défaut. L'être humain, c'est un package. Force, faiblesse, limite. On ne peut pas mettre un coup de ciseau en le recrutant en disant moi je veux garder que les forces. Impossible. Alors, imaginons dans un monde idéal, j'arrive à ne pas porter de jugement sur mon collaborateur, ce qui n'est pas chose facile. Oui. De façon pratique, comment je dois m'y prendre?
Bien, si par exemple, pour poursuivre l'exemple de tout à l'heure, hein, s'il était trop orienté égalité des personnes, par exemple convivialité, côté humain plus que côté fonctionnel, voilà, eh bien, il faut non pas le convoquer, mais simplement l'inviter. Voilà. Il faut traiter des problématiques avec lui autour d'un moment, je dirais, à minima amical, voire convivial, ne pas être menaçant, ne pas se réfugier derrière les règles. Voilà, il faut absolument lui donner le miel dont il a besoin parce que Céline, quand vous arrivez à nourrir le besoin d'une personne sur ce plan-là, après, vous allez voir que de façon quasi magique, il se met à faire pour vous les efforts nécessaires. Parce que vous avez touché l'essentiel, vous avez touché son cœur. Et alors, si c'est le cas contraire, lorsque le manager est plus centré, plus orienté sur l'égalité des personnes et son N-1 trop centré sur la hiérarchie des fonctions, un peu trop rigoriste, comment ça se passe? Eh bien là, dans ce cas-là, il faut inverser la vapeur. Il faut que le manager plus orienté convivialité, amitié, affinité, communication, eh bien se rigorise un petit peu, qu'il arrive à adopter une posture momentanément, je dis bien momentanément plus formelle et qui satisfasse le besoin de son collaborateur ou de sa collaboratrice en étant précis, en étant ponctuel, en formalisant, en expliquant, en argumentant, voilà, tout ce dont a besoin quelqu'un qui sera plus dans l'égalité, dans la hiérarchie des fonctions. Donc finalement, vous proposez au manager d'user de stratégies, de tactiques, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond d'hypocrisie à vouloir faire preuve tout le temps de flexibilité en s'adaptant aux préférences de ses collaborateurs? Très bien. C'est une très bonne question parce qu'elle se pose et elle se posera encore. Voilà, effectivement. Est-ce que c'est de l'hypocrisie que de s'adapter finalement à ses collaborateurs? Mais que demande-t-on à ses collaborateurs tous les jours de l'année? De s'adapter. On leur demande de s'adapter aux horaires, de s'adapter à une culture d'entreprise, de s'adapter à des comportements, de s'adapter à des objectifs, etc. etc. Et là, on ne trouve pas que c'est hypocrite. Mais par contre, quand on inverse la machine, on pourrait se poser effectivement la question. Eh bien non, cette flexibilité managériale, voilà, c'est de l'intelligence opérationnelle. C'est la capacité que peut avoir un être humain de déceler chez l'autre être humain ses besoins. Voilà, c'est de l'humanisme, c'est de la considération de l'être humain. Et à partir du moment où on nourrit le besoin, il se trouve que de façon quasi systématique, la peur diminue. Voilà, je parle des peurs inconscientes qui sont les nôtres. Quand vous nourrissez le besoin de quelqu'un, sa peur diminue. Du coup, vous optimisez la relation parce que vous avez créé un cercle de confiance, vous avez diminué ma peur. Vous parlez d'intelligence opérationnelle, mais c'est quand même un petit peu de la manipulation, non? Je vous titille. Oui, bien sûr, évidemment. Ça pourrait en être si on ne connaissait pas la définition exacte d'un manipulateur. Parce que les gens font la confusion. Hein. Moi, j'entends trop souvent dans l'entreprise des gens me dire « Oui, mais tel manager, c'est un manipulateur. » Je dis « Attends, qu'est-ce que tu entends par manipulateur ?» Parce qu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui, premièrement, cache ses objectifs, et deuxièmement, et c'est en même temps, c'est concomitant, il utilise des moyens détournés pour les atteindre. Ce n'est pas à confondre avec quelqu'un qui est influent. Moi, si je vous influence pour vous faire du bien, je sais que vous allez me le rendre. Pas si je vous manipule, c'est complètement différent. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous approfondissions ensemble la prochaine fois ce thème de l'intelligence opérationnelle, car vous écrivez « Faire progresser ses collaborateurs, c'est leur installer un moteur et fournir une réserve de carburant. À eux de rouler, même en productivité et en performance, il peut y avoir plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est QFD. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces explications. Merci encore de m'avoir invité. Merci. Mais je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission Le Coin de l'Expert. À bientôt.